Alors les amis, on va continuer. Je viens de terminer la vidéo sur les mathématiques. Je suis hyper fatiguée, j'ai sommeil. Il est 3 heures du matin. Mais je tiens à terminer pour que demain, franchement, vous puissiez commencer à travailler. Et comme ça, dans la journée, si je retrouve un peu de temps, je vais travailler à PSE et essayer de poster si j'arrive à trouver un peu de calme dans la maison. Donc, nous allons continuer nos corrections, d'accord, avec l'épreuve physique-chimie. Si c'est la première fois, franchement, que tu tombes sur ma chaîne, you are welcome. Et vraiment, abonne-toi pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Abonne-toi pour regarder tout ce que j'ai déjà posté. Tu auras un maximum d'informations. Ici, on te donne des infos sur toutes les matières générales et professionnelles. Et franchement, je pense que tout le monde est content de ce qui se fait ici. D'accord? Alors les amis, je compte sur vous. Un pouce bleu, des partages, des commentaires si possible. Et nous allons tout de suite continuer. Donc si tu tombes sur cette vidéo, sache que je viens juste de terminer la partie mathématiques. J'ai pris un peu de temps parce que je fais tout avec mon téléphone et du coup il est à plat, il faut recharger, donc c'est un peu galère, ça prend du temps, mais on va y arriver, alors on va continuer, comme ça moi je pourrais aller me coucher les amis, parce que là je tiens plus, j'ai sommeil, je suis fatiguée, mais ça va aller. Alors on va continuer l'exercice 4, d'accord? Donc, exercice 4, physique-chimie. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, après le nettoyage d'une piscine, une mesure de pH est effectuée. Le résultat de cette mesure donne pH 8. Pour ceux qui me suivent, je pense que vous connaissiez comment ça se passe, le pH 8. Il appartient à quelle partie? Acide, neutre ou basique? Qui c'est qui va me donner la réponse? Oui, c'est basique. Pourquoi? Parce que c'est supérieur à 7. Pour ceux qui me découvrent, je vais vous remettre le tableau, mais sachez que j'ai déjà fait une vidéo maths, physique, chimie. Allez-y la regarder et franchement, vous allez vous rendre compte que c'est plus ou moins les mêmes choses qui reviennent. Donc, quitte à travailler, parce que vous aurez au moins 2 ou 3 exercices qui vont revenir. Et au moins avec ça, vous pouvez déjà travailler rapidement et avoir une bonne note. D'accord? Donc, je vais vous remettre comme ça le recap du tableau de pH. Voilà, donc pour ceux qui me découvrent, hein, je mets ceux qui sont déjà abonnés et qui me suivent. Je pense que vous avez déjà vu ce petit tableau. Donc, c'est l'échelle pH, d'accord? Donc, pour savoir l'acidité du produit, d'accord? Donc là, on sait que de 0 à 6, on aura un pH acide. Si on vous présente un liquide et que son pH varie de 0 à 6 inclus, ben on est dans un pH acide. On a un pH neutre uniquement lorsqu'on a 7,00. C'est le pH neutre. Lorsqu'on bascule à plus de 7 jusqu'à l'infini, on se retrouve dans un pH basique qu'on peut également aussi appeler alcalin. D'accord? Raison pour laquelle, pour le premier exercice, on nous a dit que le pH était de 8. Où se situe 8? 8 se situe dans la partie basique ou alcalin. Donc, on va dire que pour ce produit, en fait, pour l'autre piscine qu'on nous a présenté, le pH, il est basique. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous demande tout simplement le pH ainsi mesuré est acide, basique ou neutre. Donc on a répondu, il est basique. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est supérieur à 7. D'accord? Et ensuite, on passe à la question suivante. C'est la question 4.2. On nous dit que l'eau de piscine doit avoir un pH d'environ 7,4. Donc, un tout petit peu plus que neutre qui est à 7, d'accord? Donc, il doit avoir un pH 7,4. Donc, on dit
des produits spécifiques sont utilisés pour augmenter le pH ou diminuer le pH. Du coup, le pH de l'eau. Donc, on nous dit, suite à la mesure effectuée, quel type de produit faut-il utiliser? Donc, par rapport à ce que nous on a trouvé 7.4, mais nous, on veut redescendre à 7, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme produit? Il faut utiliser un pH moins, d'accord? Il faut tout simplement utiliser un pH moins qui permettra de diminuer, d'accord, le pH. Donc, c'était la réponse à mettre dans cette question 4.2. C'est tout simplement de dire qu'ici, le produit qu'on va utiliser, c'est un pH moins, d'accord? Et on nous demande de justifier. On va justifier en disant tout simplement parce que ça va nous permettre de diminuer le pH, d'accord? Ensuite, on passe à la question suivante. C'est la question 4.3. Donc, la question nous dit, il faut 100 ml de produit pour tranche de 3 mètres cubes pour diminuer le pH de 0,1. En considérant que le volume d'eau de la piscine est de 39 mètres cubes, de quelle quantité de produit a-t-on besoin pour faire baisser le pH 7.4? On demande d'exprimer le résultat en litres. Ça veut dire on aura une conversion. Donc ici, on va tout simplement regarder notre correction, d'accord? Donc, on est dans l'exercice 4.3, d'accord? Donc, il faut 100 ml de produit par tranche de 3 mètres cubes. Donc, pour nettoyer 3 mètres cubes, il nous faut 100 ml de produit. C'est le produit qu'on doit mettre pour diminuer le pH, parce que le pH, on a trouvé qu'il était à 7,4. Et nous, on cherche à le diminuer pour repartir à 7, d'accord? Donc, pour remettre cette eau à 7, on a besoin de faire diminuer le pH. Donc, on utilise un produit et ce produit, on nous dit qu'il nous faut environ 100 ml, mais pour 3 mètres cubes. Alors que la piscine, elle a 39 mètres cubes. Donc, si on met 100 ml, on pourra nettoyer que 30 mètres cubes. D'accord? Donc, déjà, on nous demande de faire quoi ici? On dit de quelle quantité de produit a-t-on besoin pour faire baisser le pH. Donc, on a besoin de quelle quantité de produit. D'accord? Donc, il faut chercher à baisser le produit, le pH. Donc, ici, un peu plus en haut, on nous avait donné le pH initial. D'accord? Le pH initial, on nous avait dit c'était 8. Vous vous rappelez quand on a trouvé qu'il était basique, d'accord? Donc, le pH initial, on nous a dit c'est 8. Et là, le pH qu'on retrouve ici, on nous dit qu'il est maintenant à 7,4. Donc, il faut le faire baisser. Donc, on va faire la différence entre 8, le pH initial, moins le pH qu'on a actuellement. Donc, on a une différence de 0,6. D'accord? Donc, il faudra diminuer le pH de 0,6. Parce que si on le diminue de 0,6, eh bien, on va arriver à 7. Du coup, on aura un pH neutre. D'accord? Donc, c'est ce calcul qu'on va d'abord faire. On va savoir d'abord combien il faudra diminuer. Donc, il faut le faire de 0,6. Donc, 0,6, c'est tout simplement, si on veut mettre 0,6 en chiffre entier, parce que là, c'est en chiffre décimal, c'est avec la virgule, ça peut être un peu compliqué. Donc, on sait si on a un chiffre après la virgule, ça voudrait dire qu'on a multiplié, on va juste multiplier par 10, d'accord? Si on a deux chiffres après la virgule, ça veut dire qu'on va multiplier par 100. Donc, 100, 2 zéros, donc deux chiffres, 10, 1 zéro, donc un chiffre après la virgule. Donc ici, on va faire 0,6 multiplié par 10. C'est tout simplement pour remettre le 0,6 en chiffre entier. D'accord? C'est vraiment pour nous faciliter le calcul parce que quand il est en 0,6 comme ça,
ça peut un peu nous perdre. Donc, on va tout simplement le remettre en chiffre entier. On va le multiplier par 10. Donc, ça nous fait 6. D'accord? Une fois on a ça en chiffre entier, ça nous fait 6. Du coup, on va repartir sur notre règle de 3 que je vous ai déjà expliqué. Donc, on sait quoi? On sait que pour 100 millilitres, l'énoncé nous dit que pour 100 millilitres, en fait, on peut nettoyer 3 mètres cubes. D'accord? On va diminuer. Donc, 100 mètres cubes de produit pour tranche de 3 mètres cubes pour diminuer un pH de 0,1. Ensuite, donc ça on l'a. Maintenant, on ne connaît pas la quantité de produit. Donc, c'est ça le X que j'ai mis. On ne connaît pas le X produit en millilitres pour toute la surface de la piscine qui fait 39 mètres cubes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la règle de 3. Donc, 100 va se multiplier avec les 39. Et du coup, le X, lui, il est tout seul avec le 3 mètres cubes. Donc, c'est le chiffre qui est seul qui va nous servir de division. C'est ça, je vous ai dit. Donc, on va faire 100 millilitres multiplié par 39 divisé par 3. Quand on le fait, on se retrouve avec 1300 millilitres. Donc, du coup, la quantité de produit dont on a besoin pour toute la piscine, elle sera de 1300 millilitres. Il faut donc diminuer le pH. On a dit qu'il faut le diminuer de 6. D'accord? Et que la quantité de produit qu'on doit utiliser, lui, il est de 1300. Donc, maintenant, 1300 va pouvoir diminuer avec, pardon, donc 1300 de produits. Donc, la quantité de produits à utiliser, autant pour moi, on avait dit c'était 1300 pour toute la piscine. D'accord? J'espère que ce calcul, vous l'avez compris, hein, les amis. Donc, j'essaie de me reprendre. D'accord? On a dit 1000 dans l'énoncé 4.3. On nous a dit 100 millilitres. C'est la quantité de produit par tranche de 3 mètres cubes qui vont nettoyer 1,06. Maintenant, on fait la règle de 3. On se dit, si 1000 est pour 3 mètres cubes, combien de millilitres, pas 1000, 100 millilitres autant pour moi est pour 3 mètres cubes, combien de millilitres seront pour toute la piscine, en sachant que toute la piscine, on a 39 mètres cubes. Donc, on va faire la règle de 3, on va multiplier les 100 par les 39 et on va diviser par 3. Ça nous fait 1300 millilitres. D'accord? Donc, c'est la quantité de produit dont on aura besoin. D'accord? Donc, on va ensuite prendre ça, multiplier par 6. Parce que 6, on a dit, c'est ce qu'il fallait réduire. Vous vous rappelez, on a dit il faut diminuer le pH de 0,6. On l'avait calculé dans 4.3. On a dit qu'il fallait diminuer le pH de 0,6. En 0,6, on l'avait mis en nombre entier qui était devenu 6. Donc, du moment où on a la quantité de produit total pour toute la piscine, il va falloir aussi savoir combien est-ce qu'on va diminuer. Donc, on va faire quoi? On va faire 6 multiplié par les 1300 qu'on a trouvé de millilitres de produit. Donc, en gros, ce qu'il faut diminuer, c'est 7800 millilitres. D'accord? Et on nous avait dit dans l'énoncé qu'il fallait exprimer le résultat en litres. Parce qu'on nous a dit de quelle quantité de produit a-t-on besoin pour faire baisser le pH. Dans la quantité de produits dont on a besoin pour faire baisser le pH, il fallait faire 1300 la quantité de produits multiplié par le pH qu'il fallait diminuer, donc qui était 6. Donc on avait trouvé 7800 millilitres, mais on n'a pas 100 litres. Donc on va passer par un tableau de conversion. Donc ici, vous avez le tableau de conversion, d'accord? Vous ne vous occupez pas des kilomètres qui sont en haut. Vous regardez juste en bas, d'accord? Le côté litre, d'accord? Donc, comme je vous ai dit,
il faut toujours que le dernier chiffre se retrouve dans la colonne de l'unité. Donc, on nous a dit 7800 millilitres. Donc, les millilitres sont où? Je vais les chercher. D'accord? Ils sont ici. Donc, les millilitres sont là. Ça veut dire quand j'écris mon 7800, je crée le 0 là. J'écris un autre 0 là. J'écris ici, j'écris 8. Et ici, j'écris 7. Donc, j'aurai 7 dans la colonne des litres. Et le dernier 0, parce que c'est 7800, donc 7 sera là, 8 sera là et les 2 0 seront là. Donc, à millilitres. Donc, le dernier 0 sera ici. On me dit qu'il faudrait que ça change de nom. Donc, mon chiffre, en fait, il ne sera plus millilitres, il doit devenir litre. Pour qu'il devienne litre, étant donné que j'ai déjà occupé toutes les cases, qu'est-ce que je fais? Je viens placer une virgule dans la nouvelle case où je dois me situer. La nouvelle case où je dois me situer, c'est la case ici. D'accord? C'est la case des L. Donc, 7, je mets ma virgule juste après le 7. D'accord? Donc, ça me fera 7,800. La virgule intervient parce que en fait, on a déjà rempli toutes les cases. Vous avez vu dans l'autre exemple, on quittait de là pour venir ici. Il fallait compléter avec des zéros. Mais là, le chiffre qu'on nous a donné, en fait, il est complet. Il est complet et on n'a pas de case à ajouter. On ne peut pas venir ici parce que là, on va dépasser la colonne des litres. Nous, on doit travailler dans les litres. Et vu que la colonne, elle est pleine, on va tout simplement mettre une virgule dans la colonne des litres. Parce que c'est dans cette unité, en fait, qu'on veut se positionner. D'accord? Parce que si on ne met pas la virgule là, le chiffre, en fait, on va toujours le lire 7800 millilitres. Parce que le dernier chiffre sera dans la colonne des millilitres. Pour montrer qu'on a changé de colonne, qu'on a changé d'unité. Vu que le tableau il est plein, on viendra dans ce cas mettre une virgule. Ça va me faire 7,800. Mais en mathématiques, souvent les chiffres comme ça, les derniers chiffres n'ont pas d'importance. Donc on va tout simplement éliminer les zéros qui sont après le 8. Et on va tout simplement considérer le 7,8 parce que la virgule se trouve dans la colonne des litres. Donc c'est l'endroit où se trouve la virgule qui va en fait primer. Donc, la virgule se trouve dans les litres. Ça veut dire l'unité est en litres. Ça nous fera 7,8 litres. J'espère que vous avez compris, les amis. D'accord? Après, vous pouvez retenir un tableau simple comme ça. Hein, où vous n'avez pas les kilomètres dedans. Donc, vous faites juste les litres. D'accord? Il n'y a pas de souci. Donc, c'est toujours pareil. Si on me donne 1 litre et qu'on me demande de le convertir en millilitres. Donc, si je mets 1 là. Et que je dois venir dans les millilitres, vous voyez, on suppose qu'il n'y a pas tout ce qui est écrit là, hein, d'accord, on m'a juste donné 1 litre. À ce moment, je fais quoi? Je vous ai dit, on ajoute des zéros, donc je mets un 0 ici, un 0 ici et un 0 là. Donc le dernier chiffre va se trouver ici. Du coup, 1 litre me fera 1000 millilitres. Mais si je suis par exemple ici, j'ai 35, vous voyez que le 5 est dans la colonne des millilitres. Donc, ça va se lire 35 millilitres parce que le dernier chiffre se trouve au millilitre. Ici, par exemple, le 152, son unité, c'est centilitres parce que son dernier chiffre, le 2, il se trouve dans la colonne des centilitres. Mais si on me demande de transformer, de convertir ce 152 centilitres en litres, qu'est-ce que je fais? Vu que toutes les colonnes de litres en centilitres sont pleines, il n'y a pas de vide, je viens tout simplement mettre une virgule ici. C'est la virgule qui montrera en fait que l'unité qu'on va maintenant considérer sera l'unité dans laquelle se trouve, ce sera en fait l'unité dans laquelle se trouvera la virgule. Donc je mets juste après le chiffre. Donc je mets 1 et je place la virgule juste après. Du moment où la virgule elle se trouve là, en fait c'est cette colonne qui est considérée du coup. Donc on va dire qu'on a 1,52 litres. Si j'ai par exemple le 35 millilitres et qu'on me demande de le convertir en litres, vous voyez que là, j'ai de l'espace. Donc, il me faut ajouter des zéros pour venir dans les litres. Je mettrai 0 ici.
dans le décilitre. Je mettrai aussi 0 ici dans le litre. Et quand j'arrive à 0, je fais quoi? Je fais 0, virgule. Parce que si je laisse 0,035, en fait, mon dernier chiffre, il est toujours dans les millilitres. Donc, ce sera toujours millilitres. Or, on m'a demandé de convertir en litres. Donc, quand je complète les zéros, je suis obligée de mettre 0, virgule. Parce que là, on va voir, ah, il y a une virgule. Du moment où il y a une virgule, ça voudrait dire que c'est cette rangée qui est considérée. Donc, ce sera désormais 0,035 litres. J'espère, les amis, que vous avez compris. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, on va convertir les 7800 millilitres. On va les transformer, les convertir en litres parce que c'est ce qui nous a été demandé. Et le plus souvent, on a des conversions. Donc, comprenez très bien les conversions, c'est important. Donc, ça nous fera 7,8 litres. D'accord? Et on va passer à l'exercice 4.4. Donc, une fois on a fini la conversion de 7800 millilitres en litres, ce qui nous a donné 7,8 litres. Donc, on a éliminé les zéros qui étaient après le 8 parce que bon, c'était pas important. On a gardé 7,8. On va continuer avec le 4.4. Donc là, je vais aller dans l'énoncé initial pour vous montrer comment est-ce que ça se présente. Parce que là, je vous ai déjà mis la correction, d'accord? Voilà, donc l'énoncé se présente comme tel. Donc 4.4, on nous donne une étiquette. Vous voyez, c'est toujours les mêmes choses. Donc pour moi, on revient sur les pictogrammes de danger. Les amis, je vous avais déjà dit, étudiez les pictogrammes de danger. Là, le pictogramme ici, c'est un pictogramme corrosif. D'accord? Corrosif, je pense, corrosif. Donc, franchement, étudiez les pictogrammes parce que le plus souvent, ça vient. Des fois, ils ne vous donnent pas le nom, on vous donne que la photo et à vous de trouver le nom. Pour ceux qui découvrent, je vais vous remettre le tableau des pictogrammes. Donc, vous avez les pictogrammes, voilà. Donc, celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est corrosif. Donc, vous essayez de les connaître, hein. Il y en a plein. Après, on a beaucoup qui viennent le plus souvent. Par exemple, toxique, corrosif, il vient beaucoup. Inflammable aussi, il vient beaucoup. Donc, essayez vraiment de les connaître. Vous allez trouver des tableaux de pictogrammes de danger sur Internet. Donc, comme ça, vous essayez vraiment de travailler. C'est important parce que la plupart du temps, on vous les mettra, les amis. On vous les mettra. Donc voilà, on vous a donné ça, d'accord? Donc ça c'est voilà, on vous décrit un peu le produit et puis on vous dit quelles précautions doit-on prendre avant d'utiliser ce produit. Bon, avant d'utiliser ce produit, hein, donc qu'est-ce qu'il faut faire? On peut mettre une blouse de protection, on peut mettre des gants, on peut également mettre des lunettes de protection. D'accord? Bon, là, c'était une question, franchement, c'était cadeau. Après, on passe à l'exercice 5, je pense que c'est le dernier. Oula, j'ai sommeil. Donc, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, par souci de confort, un propriétaire souhaite améliorer l'isolation phonique de sa maison, des mesures acoustiques en décibels, d'accord, sont effectuées à l'aide d'un appareil. Quel est le nom de cet appareil de mesure? Bon, là, on est un peu, je pense, vous travaillez en petite enfance, hein. On est beaucoup entouré de bruit. Ça crie toute la journée, ça crie, on parle. Donc ça, c'est un peu comprendre un peu comment fonctionne le bruit, comment est-ce que ça se passe. Donc ça, c'est un peu côté bruit. D'accord? Donc à cet exercice, on va vous demander ici avec quoi on va mesurer. D'accord? Donc le nom de l'appareil qui permet de mesurer en fait le bruit. Donc ce sera ici le sonomètre. D'accord? Donc le sonomètre en fait il sert à quoi? Il sert à mesurer, c'est pour mesurer on a dit quoi? Isolation de sa maison. Des mesures acoustiques en décibels sont effectuées à l'aide d'un appareil. Voilà.
Donc, quel est le nom de cet appareil? Voilà, donc c'est le sonomètre. Voilà, je pense que j'ai déjà dit ça. Je commence pas à somnoler, je me perds un peu. Donc, c'est le sonomètre, d'accord? Voilà, donc vous avez ça ici, j'ai écrit, d'accord? Donc, j'ai mis le sonomètre. Et le décibel, il faut le rappeler, je pense que c'était déjà dans l'énoncé. Dans le décibel, c'est l'unité de mesure universelle pour le niveau sonore. D'accord? Donc, si on veut mesurer le niveau sonore d'un bruit, c'est l'unité qu'on utilise, c'est le décibel. D'accord? Ça, c'est l'unité de mesure. C'est le décibel. C'est l'unité. D'accord? Et le sonomètre, ça mesure le niveau de bruit. Si c'est trop haut, si c'est trop bas, c'est le sonomètre. Mais l'unité, par exemple, on va dire, lorsqu'on on veut se mesurer, on va utiliser une unité de mesure, d'accord? On va dire, ah, j'ai 2 mètres, j'ai 1 mètre, d'accord? Ça, c'est l'unité de mesure. Mais pour mesurer le bruit, donc c'est comme si on se mesurait, sauf que là, c'est le bruit qu'on va mesurer. Ah ben là-bas, on ne va pas utiliser le mètre. On va pas dire, ah, je vais mesurer le bruit qu'il y a dans la crèche. Non, on ne va pas mesurer avec un mètre, mais on va plutôt utiliser ce qu'on appelle, pardonnez-moi, le décibel, qu'on met souvent en abrégé dB. D'accord, c'est le décibel. D'accord. Et pour mesurer ce niveau du bruit, on a besoin d'un appareil. Et cet appareil, c'est le sonomètre. D'accord. Et on passe à la question 5.2. Donc, on a cette question, d'accord, c'est la question 5.2. On nous dit que cet appareil donne la mesure du niveau sonore en période d'affluence. Donc, quand il y a beaucoup de monde, par exemple dans le marché, crier de poissons, allez acheter les légumes, acheter le poisson, acheter les légumes. Donc, tout le monde veut vendre, il y a des clients partout. Donc, en période d'affluence où vraiment il y a beaucoup de monde qui partent au marché au même moment, donc on dit qu'on va essayer de mesurer le niveau sonore à ce moment précis. Donc, quand on a mesuré, on a trouvé 62 décibels. Décibels, je vous ai dit, c'était l'unité de mesure. D'accord? Donc, le 72 décibels qu'on a trouvé. Du coup, on vous dit, en vous aidant des informations ci-dessous, précisez la caractéristique du niveau sonore. Donc, on va regarder le graphique. On voit niveau sonore non douloureux, ça va de 0 à 60 exclus. Ensuite, niveau sonore fatigant, on a de 60 à 80 exclus. Niveau sonore pénible, de 80 à 100 exclus. Niveau sonore douloureux, l'intervalle c'est de 100 à 160. Du coup, on a dit quoi? Cet appareil, préciser la caractéristique du niveau sonore. Donc, quel niveau sonore on se trouve? On a dit, ici c'était le 72 décibels. Donc, on va regarder tout simplement, hein, c'est pas compliqué. On va venir là, donc on a le 72 qui est ici, 70. Donc, 72 se trouve quelque part là. Or, on nous dit de 60 à 80, le niveau sonore, il est quoi? Il est fatigant. D'accord? Donc, on reprendra la question pour dire, eh bien, ici, le niveau sonore est fatigant. D'accord? Dans l'intervalle 60 à 80. Et on a répondu à cette question. Ensuite, là, c'est la dernière situation. On nous dit qu'on mesure l'efficacité d'isolation phonique des matériaux par son indice d'affaiblissement. Donc, l'isolation, c'est quoi? C'est empêcher quelque chose de passer, n'est-ce pas? Là, on veut empêcher vraiment que trop de bruit nous retrouve, par exemple, dans une pièce. On peut dire, on va mettre des portes isolantes. Comme ça, lorsqu'on est dans la pièce, mais grâce à cette porte, on a moins de bruit à l'intérieur. D'accord? Donc, du coup, ils vont mettre ça en place. Donc, on dit pour savoir l'efficacité des matériaux, par son indice d'affaiblissement, d'accord? Donc, l'indice d'affaiblissement se représente avec le RW. Donc, on nous dit que plus il est important,
meilleur est le matériau. Donc, si le niveau d'affaiblissement est important, cela voudrait dire que le matériau est vraiment meilleur pour l'isolation phonique. Donc, du coup, pour choisir l'isolant correspondant, le propriétaire s'appuie sur le document suivant. Il veut savoir, par exemple, si je veux mettre ma porte pour qu'elle ait moins de bruit, il faut que je trouve un bon isolant. Mais du coup, quels sont les matériaux que je vais utiliser? Donc, on lui donne un tableau, on lui explique que voilà, un tableau. Si tu prends, par exemple, type de matériau, donc si on prend la laine de coton au chanvre, donc ça c'est un matériau, donc la laine de coton au chanvre. Si on décide de bien l'intégrer dans une porte, l'indice d'affaiblissement, d'accord, d'isolation, donc l'indice d'affaiblissement, on te dit qu'il sera de 41 décibels. Et on n'oublie pas, on nous a bien dit que plus l'indice d'affaiblissement important, cela voudrait dire que le matériau est bon. Donc là, on a 41 décibels. Mais en bas, il y a une autre case aussi qu'on doit prendre en compte, c'est le degré de recyclage. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on jette, il faut recycler, il y a des choses qu'on peut recycler, il y a des choses qu'on ne peut pas recycler et qui malheureusement vont continuer à polluer. Or, il y a des choses, si on a fini de les utiliser, on peut les recycler et fabriquer autre chose. Donc, tout le monde aujourd'hui cherche des choses qui sont recyclables. Il faut protéger la couche d'ozone parce que franchement, on en souffre. Bref, donc du coup, on fait attention à deux choses. Certes, de l'indice d'affaiblissement, mais on fait également attention au degré de recyclage. Est-ce qu'on est capable de bien le recycler? Donc déjà, lorsque je regarde l'indice d'affaiblissement, je vois 41, je vois 40, donc 41 c'est déjà bon. Ah, après, devant, je vois quoi? Je vois 43. Donc 43, c'est encore plus élevé. Ça va encore beaucoup plus atténuer le bruit. Donc, entre 43 et 41, tout de suite, j'oublie la colonne des 41. Je vais rester sur le 43. Je regarde, 42, c'est bas. Ah, je vois un autre 43. Du coup, j'ai l'embarras du choix. J'ai la mousse PU qui est à 43. Et j'ai aussi l'outre de cellulose qui est également aussi à 43 décibels. Qu'est-ce qui va les différencier? Au niveau de l'indice d'affaiblissement, ils sont idem, égalité parfaite, 43 décibels, 43 décibels. Mais il y a une autre case en bas, c'est le degré de recyclage. D'accord? Pour la mousse PU, on me dit que le degré de recyclage, il est mauvais. Ah! Par contre, pour l'outre de cellulose, le degré de recyclage, il est très bien. Pas seulement bien, mais très bien. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir ce matériel. Donc, on va juste prendre le 43 décibels avec le degré de recyclage qui est très bon. Donc, le matériau qui sera pris ici, c'est l'outre de cellulose. D'accord? Donc, c'était ça, c'était la question 5.3. On nous a dit, sachant que le propriétaire soit de la même indice d'affaiblissement, choisissez le matériau qui a le moins de degré de recyclage. Quel est le matériau qu'il devra choisir pour sa maison? Donc, voilà, on a répondu. Donc, il devra choisir l'outre de cellulose qui a 43 décibels et qui a un degré de recyclage qui est très bien. Voilà, on a fini le devoir comme ça de maths, physique, chimie. J'espère franchement les amis que cela va vous aider. Je compte vraiment que cela vous aide. C'est important pour moi. J'ai pris de mon temps vraiment pour vous faire ces vidéos parce que je sais la semaine prochaine, beaucoup d'entre vous, vous allez terminer votre examen et attendre que les résultats. Et je suis avec vous. Si vous avez aimé ce travail, les amis, un pouce bleu, c'est la meilleure façon de dire merci. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À demain, au revoir.